Bien, donc Péric Pitrou est directeur de recherche au CNRS, il est attaché au LAS, donc comme Marie Lecomte la fois dernière, il est de la maison. Récemment, Péric a aussi été détaché à la Maison française d'Oxford, où il est resté plusieurs années. Et bien sûr, il a mené des enquêtes de terrain dans des communautés amérindiennes du Mexique, comme je l'évoquais tout à l'heure, qui ont, ces enquêtes notamment, abouti à la publication de sa thèse, n'est-ce pas, qui s'intitule joliment « Le chemin et le chant ». Parcours rituels et sacrifices chez les, alors j'espère prononcer convenablement, les Mixés des Oaxaca. C'est plus ou moins ça. Mixé de Oaxaca. Oui, bon, d'accord. C'est la transcription des pas du tout, voilà. Mais vous aurez compris. Donc, il a été publié en 2016. Un très beau livre avec en son cœur une interrogation précisément sur le comparatisme lui-même, ce qui explique évidemment que Péric soit apparu comme un interlocuteur important pour ces questions. Mais alors, donc le sacrifice reste évidemment dans ses intérêts, mais plus récemment, ça remonte quand même maintenant, déjà un petit peu, s'est imposée une thématique conjointe dans le parcours de recherche de Péric Pitrou, c'est la notion même de vie. La notion même de vie, qu'il explore notamment dans des projets collectifs, dont un programme et équipement prioritaire de recherche joliment appelé donc PEPR, qui porte le nom d'Origine et dont Péric co-dirige le volet SHS d'un projet qui est beaucoup plus large et dont d'ailleurs notre astrophysicien maison Alessandro Morbidelli est partie prenante. Donc c'est vraiment un très gros projet, mais heureusement les sciences humaines et sociales ne sont pas oubliées et donc cette réflexion sur la vie est notamment menée dans ce cadre. Avec un livre récent à ce sujet, en 2024, « Ce que les humains font avec la vie », mais aussi des explorations moins attendues, dont fin 2025, un petit ouvrage très intéressant qui s'intitule « Comment habiter notre planète ». Bon, jusque-là, rien de bien original, mais le sous-titre, c'est « Une lecture d'Avatar », c'est-à-dire le film. Et j'avais posé la question à Péric, est-ce qu'on doit avoir vu Avatar pour lire le livre ? Et il m'avait répondu non, que ça pouvait se lire sans le film, ce que je confirme. Donc, un parcours donc très riche, avec le sacrifice parmi les intérêts qui sont déployés. Et donc, sans attendre, je vais lui passer la parole. Merci d'avance. Merci beaucoup, Marciane, pour cette présentation, pour cette invitation à participer à cette aventure collective autour de la notion de comparaison et de sacrifice. Je reviendrai là-dessus tout à l'heure, le fait que c'est, je crois, une aventure collective, en fait, que nous sommes nombreux à avoir menée depuis quelques années. Effectivement, le thème du séminaire d'aujourd'hui me permet de revenir sur un terrain au long cours que j'ai réalisé au Mexique. Dès les années 90, je suis resté 1 an dans l'état de Oaxaca, puis je suis revenu lors d'une thèse dirigée par Philippe Descola entre 2005 et 2010, donc je suis revenu à peu près 2 ans sur le terrain. Et à la suite de mon entrée au CNRS, j'ai continué à revenir à peu près tous les ans pendant 2 ou 3 mois pour continuer cette enquête chez les Mixés. C'est un moment qui a été un peu interrompu par le Covid malheureusement, mais voilà, revenir sur cette aventure qui a été mon initiation à l'anthropologie est toujours important. Ça me permet de découvrir de nouvelles idées, ça me permet aussi en quelque sorte de préparer de nouveaux terrains, donc merci de fournir cette occasion. Alors je redonnerai des détails dans un instant, mais
Le livre donc, porte sur des sacrifices de volailles qui sont réalisés par des populations d'Indiens Miré. Ça représente un groupe social d'environ 120 000 locuteurs qui parlent le Miré, qui est une langue appartenant au groupe Miré-Soqué, et donc qui sont situés dans l'état de Oaxaca, dans le sud du Mexique. Ces sacrifices sont associés à ce que j'appelle, après Daniel Dehouf, des dépôts cérémoniels. Alors parfois on parle d'offrandes, mais la raison pour laquelle on préfère parler de dépôts cérémoniels, c'est que lors de la décapitation des volailles qui sont donc adressées à diverses entités de la nature, il y a aussi un moment qui consiste à déposer des éléments sur une surface délimitée, dans un carton, naguère c'était évidemment dans des poteries, ou sur des feuilles qui sont disposées sur le sol. Et évidemment la dimension alimentaire de ces éléments déposés confirme qu'on a bien une logique de l'oblation et qu'on nourrit les interlocuteurs ou les destinataires. Mais il y a quelque chose de plus que cette simple oblation. Il y a en vérité, comme on va le voir dans un instant, aussi une façon de dessiner un programme d'action pour les êtres à qui on s'adresse. Et c'est la raison pour laquelle on parle de dépôt cérémoniel, en disant que le dépôt cérémoniel est un double moment, à la fois qui consiste à faire une offrande, mais aussi qui consiste à tracer un programme d'action. Cette pratique s'inscrit dans un cadre socio-politique qui est celui de communautés indiennes, villageoises, paysannes. L'enquête que j'ai menée dans la communauté de Santa Maria Tlahuitoltepec a duré donc plus de 2 ans au moment de la thèse. C'est une communauté où l'habitat dispersé crée une sorte de changement assez fort dans les modes de vie, avec un bourg central où vivent 3000 habitants, dans lequel la modernisation est très présente et le mouvement n'a cessé de s'accélérer depuis maintenant une quinzaine d'années. Sur le village, je vous montre un thème qui est aussi au cœur finalement de l'approche qui a émergé de mon terrain, mais qui est aussi une proposition théorique plus large. C'est le fait qu'en fait on a une coexistence de divers régimes de pouvoir, avec évidemment le pouvoir de l'Église qui est présent ici, la mairie qui est la matérialisation du pouvoir de l'État mexicain, et le sommet d'une montagne, le Sempualtepetl, au sommet de laquelle les habitants viennent réaliser des sacrifices associés à des dépôts cérémoniels pour différentes raisons. Les motifs principaux sont des sacrifices liés au semail, à l'activité agricole, liés au cycle de vie, donc au moment de la naissance, des alliances, évidemment dans des cadres thérapeutiques. Et enfin, point très important, nous sommes dans un village dans lequel le pouvoir est régi selon la loi du code électoral de l'État de Oaxaca, qui accorde à 500 communautés la possibilité d'être régi selon les us et coutumes, et donc d'élire en fait les représentants du village, une centaine chaque année, qui d'une façon roulante viennent assumer une charge au nom du village, une charge bénévole. Et donc ça donne lieu à une cérémonie qui a lieu au premier de l'an, lors de laquelle l'équipe entrante reçoit les bâtons de pouvoir de la part de l'équipe sortante. Mais évidemment, c'est une histoire qui ne concerne pas simplement que les humains, puisque ce moment rituel est inséré dans un moment sacrificiel lors duquel les équipes municipales vont au sommet de la montagne pour faire des sacrifices. Et il y a aussi des sacrifices qui sont faits dans la mairie. Donc c'était l'objectif de mon travail de thèse, d'étudier un univers où il y a une diversité des formes de vie entre évidemment les petits hameaux où la culture du maïs est l'activité principale, et des centres, des bourgs centraux avec des personnes salariées par l'État, un petit commerce qui s'est aussi développé. Mais tous les habitants de cette communauté ont en commun une fascination pour l'activité sacrificielle qui est réalisée au niveau familial et communautaire d'une façon extrêmement régulière. Et c'est une pratique évidemment inscrite dans
la culture sacrifiante mésoaméricaine, pour reprendre le terme que tu évoques aussi dans ton cours. C'est vraiment une pratique qui s'articule à des conceptions très fortes de la vie et de la nature, qui repose aussi sur des institutions sociales et qui vient vraiment rythmer la vie quotidienne. Et donc c'est cette expérience que je vais relater sans rentrer trop dans les détails aujourd'hui de l'enquête, parce que ça a été une enquête au long cours et évidemment le livre arrive à des conclusions qu'il m'a parfois fallu des années pour essayer de réussir à les formuler. Je vais exposer en quelque sorte des pistes comparatistes, reprenant le chapitre 7 auquel tu faisais référence, en essayant d'esquisser 3 pistes comparatistes. La première qui est en fait un modèle d'analyse que j'ai proposé en analysant les dépôts sacrificiels ou les sacrifices associés aux dépôts cérémoniels. C'est ce que j'ai appelé un régime de coactivité. Et pour des raisons que je vais montrer dans un instant, ce modèle comparatiste alors ne vise pas du tout à dire que la coactivité serait présente partout et en tout lieu, mais en tout cas que ça peut être une piste intéressante à suivre pour essayer de comprendre des détails de certains dépôts cérémoniels et des détails aussi de certaines paroles rituelles. Synthétiser au maximum quelle est l'idée en fait assez simple qui est associée à cette idée de dépôt de coactivité. C'est l'idée que dans un monde dans lequel la sphère d'activité humaine et la sphère d'activité des non-humains sont dans une situation en quelque sorte d'incommensurabilité, le dépôt rituel, dans l'occurrence on va voir ça avec un dépôt lié au semail, vient instaurer un moyen terme, une commune mesure entre ce que font les humains et ce que font les non-humains. Pour tout de suite donner l'exemple qui sera analysé dans un instant, dans les rites mirés que j'ai eu l'occasion d'observer, il y a l'accent est placé sur la distribution d'éléments qui sont répartis selon un compte numérique prescrit par un spécialiste rituel. Et cette distribution sur un espace délimité, quand on analyse à partir à la fois des exégèses locales, des discours qui sont prononcés et aussi de la simple morphologie du rituel, eh bien, on peut faire l'hypothèse, qui a été vérifiée aussi en parlant avec mes interlocuteurs, que ce moment de distribution est un moyen terme entre la distribution faite lors des semailles et la distribution de pluie qui est demandée à des entités non humaines. Alors, le programme d'aujourd'hui, alors peut-être il y a un point que je n'ai pas mentionné, que j'aurais dû tout de suite mentionner, c'est le fait que ces sacrifices, voilà, j'ai pas précisé le dernier point, c'est que ces sacrifices sont formulés donc dans la langue locale qui est le miré, et en retranscrivant les prières, en les traduisant en espagnol, puis en français, parfois en anglais, il est apparu qu'il y avait une pluralité d'agents non humains à qui ces sacrifices s'adressaient, comme le soleil, la montagne, la pluie, mais d'une façon très privilégiée. Il y avait 2 entités qui étaient toujours présentes, c'était la terre et celui qui fait vivre, à qui des services extrêmement précis sont demandés, et surtout pour ce qui concerne celui qui fait vivre. Quand on décompose le terme, Yik-Rurk Artpe, c'est un terme qui littéralement signifie... alors Yik, c'est un causatif, Rurk Art, ça veut dire être vivant, et Pe, c'est un personnificateur qui vient désigner le fait qu'il y a un agent qui vient faire vivre. Et donc ça a été pour moi le creuset en fait du projet d'anthropologie de la vie, a été autour de cette idée que la vie était un faire, et qu'il y avait une activité qui faisait vivre, à la fois selon les catégories des mirés, mais c'est un modèle qu'on peut essayer de tester sur d'autres territoires.
Outre cette piste comparatiste que je vais rappeler, qui est donc l'instauration du régime de coactivité, alors c'est une piste que j'ai non seulement présentée dans le livre, dans plusieurs articles en espagnol et en anglais, et en fait ça a été un modèle qui a été déjà discuté, parfois voilà, corroboré par d'autres observations. Mais je voudrais commencer en fait par une première piste comparatiste qui concerne la relation entre sacrifice et repas rituel dans le contexte dans lequel j'étais immergé, en montrant comment les repas peuvent être des manières de mettre en scène l'acceptation à la fois de la nourriture, mais aussi l'acceptation à rendre service. Et cette piste de comparaison dont j'étais très fier au moment de la thèse, au moment du livre, n'a jamais été discutée. Et en fait, moi-même, j'en ai jamais parlé. En fait. Donc, peut-être que c'est l'occasion aujourd'hui de pouvoir en dire un mot et de voir s'il y a pertinence à creuser. Et je terminerai un petit peu dans la direction qui vient d'être évoquée en montrant comment cette enquête de terrain, que je considère être toujours en cours, est vraiment un socle empirique à partir duquel je développe un projet d'anthropologie de la vie. Et je montrerai en fait qu'on peut aussi proposer, alors avec une visée beaucoup plus générale, d'envisager les sacrifices comme des moyens de socialiser les pouvoirs de la vie qui sont exercés par des métapersones. Alors comme le mot va être employé un certain nombre de fois, je vais tout de suite préciser d'où vient cette expression métapersonne, pourquoi elle est au cœur de mon livre, ce que les humains font avec la vie, et ça me permet aussi de préciser une partie du cadre comparatiste dans lequel j'inscris mes recherches. Alors, ce n'était pas exactement le cas à l'époque, puisqu'évidemment, le texte de Salins que je montre ici a été publié d'abord en 2016, puis repris dans le livre qu'il a publié avec David Graeber. Mais voilà, ce cadre comparatiste était, je dirais, en germe dans mes premières recherches. Je vous laisse juste un instant pour regarder ce passage qui est très important. Alors pourquoi c'est important d'une manière générale pour les sciences sociales et pour l'anthropologie, en radicalisant un petit peu la situation épistémologique de nos disciplines, on pourrait dire que le souci d'aborder la question de la vie et du vivant a pu conduire certaines propositions en sciences sociales à se placer en fait sous la houlette de la biologie ou de l'écologie, qui deviendraient en quelque sorte des sciences qui viendraient orienter nos recherches en sciences humaines. Or, ce que fait Salins dans ce livre et dans cet extrait, c'est une opération extrêmement forte qui nous invite à envisager la vie comme un pouvoir. Or, dans la mesure où la vie est envisagée comme un pouvoir, ça veut dire que c'est aussi un phénomène qui peut être décrit à partir de l'ordre sociopolitique. Et cette façon de décrire la vie comme un pouvoir qui est articulé à un ordre sociopolitique, c'est une approche que les sciences de la nature ne peuvent absolument pas produire. Et l'approche comparative, je dirais, de ce lien entre la vie comme pouvoir et les formes d'organisation sociopolitique, seule l'anthropologie peut proposer cette approche variée et comparatiste. Et donc c'est le cadre général dans lequel je m'inscris, qui en fait est à la fois ce que fait Salins, c'est qu'il produit un moment de synthèse dans cet ouvrage, mais dans le fond, cette idée est au cœur de Part de la nature et culture, puisque ce que propose Philippe Descola, c'est bien de comparer des institutions qui organisent les interactions avec les vivants, et en particulier les vivants non humains. Ce que je propose d'une façon totalement complémentaire et empruntant d'ailleurs certaines analyses présentes dans les travaux de Philippe Descola, ce que je propose, c'est de comparer des institutions à partir de la façon dont elles organisent les interactions avec des métapersones qui exercent le pouvoir de vie et de mort. Et donc c'est un programme en fait qui propose une approche véritablement anthropologique de la vie. Alors, évidemment, il y a un point qui est important dans la citation de Salins, c'est que cette idée qu'il y a des métapersones qui disposent du pouvoir de vie et de mort, et que toutes les sociétés humaines sont obligées en quelque sorte de se conformer ou de s'articuler avec ce pouvoir. Cette idée, déjà, décrit quelque chose de très, très intéressant, c'est le fait que les humains
peuvent exercer, ont appris en fait dans toutes les sociétés à exercer un pouvoir sur les vivants. Ils peuvent tuer des animaux, ils peuvent faire croître des végétaux, élever des animaux, prendre soin de leurs enfants, se soigner. Donc il y a bien un pouvoir humain sur les vivants, mais c'est un pouvoir limité parce que le pouvoir de faire vivre et de faire mourir est un pouvoir qui échappe complètement à leur sphère d'activité. Et donc il y a déjà cette reconnaissance, je dirais, d'un fait anthropologique universel, qui est une forme de séparation de pouvoir, de limitation de notre capacité d'action, et d'une obligation à reconnaître finalement cet élément d'altérité, qui peut être soit évidemment incarné par des êtres qui sont décrits ici, comme les ancêtres, les dieux, etc., qui est dans le monde occidental, on pourrait dire que la nature est la forme un peu dépersonnifiée des métapersonnes, c'est-à-dire cet espace de pouvoir de vie que les humains ne peuvent pas contrôler avec leurs seules activités. Et lorsqu'on pense à la façon dont Gaïa peut être une façon de repersonnifier la nature, on se rend compte qu'on est toujours dans un cadre qui permettent de comparer différentes sociétés. Et ce point de la comparaison est essentiel chez Salins parce que dans la mesure où toutes les sociétés humaines sont logées à la même enseigne en quelque sorte, ce que ça signifie, c'est que en fait, même une société égalitaire est articulée à une hiérarchie sociale et doit se conformer en fait au pouvoir de vie et de mort qui est exercé par les métapersonnes. Alors, ce cadre comparatiste auquel je tiens et qui, à mon avis, a une valeur heuristique immense, pose évidemment des questions descriptives et donc méthodologiques immenses. Parce que comment est-ce qu'on fait pour décrire la coordination entre les activités humaines et les activités non humaines ? Et c'est là où le dialogue initié depuis maintenant plus de 15 ans avec certains antiquisants et certains anthropologues qui dialoguent avec les antiquisants, c'est là où ce dialogue est extrêmement fécond de mon point de vue. Il est essentiel, et même si je sais qu'il pourrait être tentant de scinder une approche comparatiste de Descola ou de Salins et une approche comparatiste insufflée par Michel Cartry, eh bien, pour avoir un peu métaboliser ces deux façons d'aborder les choses, je crois qu'en fait on peut articuler ces approches et montrer qu'elles ont des choses en commun. Donc je remets cette citation de Michel Cartry que Danuta avait citée dans un article, qu'elle nous a redonné il y a quelques temps lors d'un autre échange sur la comparaison, pour dire que, voilà, effectivement, je suis attaché, même si je pense qu'il faut avoir une ambition théorique et épistémologique, pouvoir revenir ou partir de ce que sont en fait les détails des interactions réelles au moment des rites, est quelque chose qui soulève énormément de questions. C'est à cette école que j'ai été formé. C'est dans cette complexité en fait que les idées ont pu émerger. Et donc, pour ma part, j'ai employé une méthode à la fois ethnolinguistique, en particulier en appliquant la pragmatique des rituels et des discours rituels. J'ai aussi eu une approche qui s'inspirait de l'anthropologie des techniques, pour le dire rapidement, et une approche plus classique d'anthropologie sociale ou d'anthropologie politique. Mais voilà, l'objectif, je dirais, de ces approches était vraiment de cerner des niveaux de description entre, je dirais, des catégories d'agents qui sont très, très différents. Et ce problème de description m'est apparu, en fait, au détour d'un texte rédigé au XVIe siècle par un envoyé de la couronne espagnole associé à un membre du clergé qui décrivait le polythéisme de la Sierra Norte, de la Sierra Mire, en des termes qui, en première lecture, pourraient sembler assez évidents, c'est-à-dire qu'en lisant rapidement ce passage, on peut se dire que, en fait, il est évident que les religions de Mésoamérique étaient des religions polythéistes. Et effectivement, c'est ce que désigne ce bref passage, et on pourrait continuer la liste de situations où l'intervention des dieux est importante. En vérité, quand on relit ce passage, on se rend compte qu'il y a deux niveaux d'agentivité qui sont décrits par les auteurs de ce texte. Alors, c'est des niveaux qui ne sont pas, en fait, conceptualisés par eux, donc il y a une forme de confusion. D'un côté, il y a une façon de décrire, donc en gras, l'agentivité, je dirais, vraiment des vrais dieux,
non-humains. Et de l'autre côté, il y a une façon de décrire, je dirais, le contexte humain, l'activité humaine, où cette activité divine vient s'enchasser. Et je pense que c'est autour de cette idée, en fait, d'activités en fait, qui sont dans des registres différents, mais qui doivent être coordonnées, rendues commensurables, que la question du sacrifice. Alors ici, il est bien décrit qu'il faut que le sacrifice arrive avant et après le moment de l'action, avec cette idée qu'il y aurait cette opération en fait, pragmatique de mise en ordre collaboratif d'agents qui n'ont pas les mêmes capacités d'action. Et donc, dans ce travail, je me réjouis d'avoir pu, à partir des années 2009, être associé à toute une série de recherches que je viens de mentionner, où les antiquisants dialoguent avec les anthropologues avec les antiquisants. Alors là, je ne vais pas redécrire ces livres, parce que je pense que pour la majeure partie de celles et ceux qui sont à la salle, bon, il y a déjà pas mal d'auteurs de ces ouvrages qui sont ici. Il y a des livres dans lesquels j'ai contribué, il y a des livres dans lesquels, par exemple, Montré occulté, que j'ai moi-même dirigé, et qui a été le moment où je suis rentré en contact d'abord avec Jean-Louis Durand, puis avec Stéphane Dugast. Et donc il y a eu comme ça une sorte d'effet rituel où chaque moment en fait, de présentation et de réunion comparatiste donnait lieu à une extension du réseau, du questionnement. Et je dois dire que, en même temps que mes dialogues interdisciplinaires avec les astrobiologistes ou les scientifiques, j'accorde beaucoup de prix à ce parcours, en fait, qui n'est pas le mien. C'est un parcours collectif dans lequel j'ai eu la chance d'être associé avec des séminaires à l'EPHE. Alors j'étais tout jeune, encore en doctorat, avec Marcel Détienne dans la salle. Je vous laisse imaginer mon degré d'inquiétude. Puis après, il y avait eu aussi des séminaires ici, des jeunes chercheurs au Collège de France. Le colloque, évidemment, à Galma, qui a là réuni énormément de personnes. Les dispositifs rituels de la Terre, avec René Coche-Piètre, et même si je n'ai pas participé à l'ouvrage final. Et donc à chaque fois, en fait, j'assistais à des séances qui permettaient de rencontrer d'autres collègues. Ça a été le cas aussi lors du séminaire organisé par Frédéric Ildefonse, qui m'a permis de connaître Dominique Jaillard, et donc d'être aussi associé à un certain nombre de réflexions organisées à Genève. Donc voilà, je pense qu'il y a quelque chose de très atypique qu'on a tout à fait raison de défendre comme une méthode qui vient, à mon avis, articuler la question un petit peu générale de l'anthropologie sociale à aussi une façon de penser cette complexité en fait, du réel et de développer des techniques de description. Alors, comment ça s'est traduit, cette technique de description? Comment, en fait, des problèmes empiriques sont intervenus sur mon terrain? Alors, je commencerai par une première question qui était de me demander pourquoi, en fait, les Mirets organisent-ils des parcours rituels? Puisque, très rapidement, il m'est paru important de connecter le moment du sacrifice à un moment où il y a une succession de différentes étapes qui viennent à la fois préparer le moment de la mise à mort, mais aussi qui viennent organiser les moments de consommation alimentaire. Alors, c'est des sacrifices qui sont extrêmement codifiés, puisque en cas de préoccupation, c'est le terme vernaculaire, voilà, on a l'estomac un peu noué, on va voir un spécialiste rituel qui va en fait produire une prescription rituelle qui va évidemment indiquer le nombre de volailles qu'il faut sacrifier, le lieu où il faut le faire, mais en fait, là je l'ai reproduit et je ne vais surtout pas chercher à commenter ça parce qu'on pourrait terminer la séance là-dessus. En fait, ce qui est décrit, c'est toutes les étapes d'un parcours dans lequel il y a aussi des prescriptions concernant qui doit sacrifier, parfois l'homme, parfois la femme, donc on pourra probablement en rediscuter tout à l'heure. Il y a aussi des descriptions sur les quantités qui sont destinées aux métapersones, mais aussi les quantités pour le repas. Et un poids très important à la numération, en particulier la confection de ces fameux shashts, qui sont des petits
boudins de pâte de maïs qui sont fabriqués pendant des heures, si ce n'est des journées, et qui sont après toastés et qui sont mis dans des caisses, et qui sont les éléments alimentaires qui sont proposés au sommet de la montagne. Et à l'époque, j'ai beaucoup utilisé en fait votre ouvrage Nourrir les dieux parce que je me suis confronté en fait à un problème que je n'arrivais pas bien à comprendre. Alors, je savais que le sacrifice était évidemment, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, pour partie une oblation alimentaire, mais j'étais aussi intéressé par le fait qu'il y avait en fait un moment où le sacrifice associé de peau cérémonielle était fait sur une pierre. Et juste après, en fait, il y a un moment où il y a un partage alimentaire qui est fait, pas encore avec la nourriture des animaux sacrifiés, ça sera dans un autre repas qui est fait plus tard, mais je me suis demandé, en fait, pourquoi il y avait une succession, en fait, de transferts alimentaires. Alors, cette question était d'autant plus cruciale que le nombre de repas, en fait, qui ont lieu lors du parcours rituel est absolument, je dirais, il y a une forme d'augmentation ou de multiplication. Alors, pardon. Donc tout commence en fait dans la maison des demandeurs ou des sacrifiants, c'est aussi une catégorie que je trouve intéressante. Il y a une visite chez le spécialiste rituel, qui va prescrire un certain nombre d'allers-retours vers à la fois le cimetière, l'église, mais le moment vraiment important, c'est le moment où les familles ou l'équipe municipale vont partir soit de la maison, soit de la mairie, après avoir sacrifié des animaux dans l'espace domestique. On va au sommet de la montagne, et là, il y a une deuxième série de sacrifices, donc il y a toujours cette duplication. Et ensuite, il y a un premier repas, c'est la photo que je viens de vous montrer, où on distribue une tortilla enduite d'une sauce de piment rouge et un œuf dur. On pourra parler du symbolisme, mais pas maintenant. Et on boit aussi du tepache, qui est du pulque, qui est coloré avec de l'achiote, qui est donc, qui est coloré avec du roku et qui est fermenté avec de la mélasse. Et après ce repas qui est pris entre l'équipe de sacrifiants, il y a un autre repas qui est partagé avec celles et ceux qu'on rencontre, à qui on va exposer pour les raisons pour lesquelles on est venu au sommet de la montagne. Il y a d'autres personnes qu'on va rencontrer par hasard, puis il y a un autre repas entre le groupe de personnes qui sont allées sacrifier, et il y a un repas très important qui est le repas lors duquel vont venir des invités. Donc des gens qui ne sont pas montés au sommet de la montagne. Et là, l'analyse de discours rituels qui sont formulés au moment où ce repas a lieu, où à nouveau on vient distribuer donc ce breuvage, et donc il y a des libations, et il y a un échange de paroles entre le porte-parole de celles et ceux qui sont montés faire le sacrifice et les invités. Là, il y a une idée qui a été explicitée par mes hôtes, qui a été l'idée que les invités sont en fait les représentants des métapersones qu'on a été sollicités au sommet de la montagne. Donc en traçant les lignes entre différents points, c'est ça l'enquête de terrain, c'est vraiment on essaye de voir un certain nombre de points. Il est apparu que ces métapersones, et en particulier celui qui fait vivre, pouvaient être désignées de différentes façons, selon sa capacité d'action, mais aussi selon le fait qu'il était un habitant qui vivait au sommet de la montagne, au sommet du lieu des 20 pics. Et donc, après de longues étapes que je ne vais pas retracer, enfin une succession d'étapes que je ne vais pas retracer ici, il est apparu en fait que le parcours rituel était construit et se justifiait en partie par une façon d'organiser quelque chose qui est très courant dans la vie quotidienne, c'est la demande de service. Et de la même façon que lorsqu'on vient demander service chez un voisin, on s'approche avec précaution, on demande si la personne est là, on n'est pas sûr que la personne soit là pour nous répondre, et parfois on doit revenir, et même lorsqu'on expose la demande de service, par exemple on peut demander à un voisin de venir aider pour un travail agricole, en général ce qui se fait c'est que la personne
on n'oblige pas la personne à répondre au moment. On dit « je reviendrai demain », on pourra en discuter, etc. Et donc, il y a une façon de penser l'arrivée vers un espace domestique avec un certain nombre de précautions qui correspondent en fait à toute la première étape où on s'approche avec, alors je ne vais pas dire crainte et tremblement, mais il y a un respect qui est manifesté face à l'habitant du lieu des Vins Piques. Et ce respect est le même qu'on a vis-à-vis d'un voisin à qui on vient demander un service. Et en suivant cette idée, il est apparu en fait que la deuxième partie en fait, met en œuvre un schéma qui est similaire et dans le fond symétrique. C'est une situation dans laquelle la maison continue à être la façon spatialisée de penser cette demande de service, sauf que dans ce cas-là, la maison est vue du point de vue de l'intérieur, c'est-à-dire que la scène sociale qui est mise en avant, c'est le fait qu'on va inviter des gens qui vont venir chez nous. Et d'une certaine façon, on peut envisager ce parcours rituel comme une spatialisation qui vient codifier la demande de service et le moment de l'acceptation. Puisque en venant, les métapersones à qui on a demandé un service viennent manifester qu'elles viennent aider à rendre le service qu'on a demandé. Alors évidemment, ça pose un problème spécifique en termes d'interaction, c'est que ces métapersones, elles ont un statut incertain, on n'est pas sûr de leur corporéité, on n'est pas sûr de leur façon de parler. C'est décrit d'ailleurs dans les termes vernaculaires d'une façon extrêmement claire. On parle au sommet de la montagne devant une sorte de brouillard et on n'est pas sûr d'être entendu. Et l'hypothèse que j'ai pu faire en fait à partir de ce cadre général interactionnel a été de dire que la multiplication des moments de transfert alimentaire se justifiait par le besoin, voire par la nécessité, à la fois de mettre en scène le transfert alimentaire à travers des demandes d'acceptation, mais du point de vue communicationnel, en fait, il y a une incertitude sur la réponse qui est apportée à cette demande. Or, dans tous les discours rituels qui viennent s'organiser, alors je vais peut-être essayer d'en mettre un ici pour vous donner un petit peu, vous donner à entendre. Alors, c'était les vidéos qu'on a ici. Et donc là, le porte-parole du groupe rappelle pour quelles raisons on est monté au sommet de la montagne, et un représentant des invités, dans un autre cas, pas dans ce cas-là, viendra répondre en fait à cette demande. Et donc il y a des choses qu'on connaît bien, c'est les dialogues rituels, mais en fait la fonction, c'est l'hypothèse en tout cas qui est proposée dans le livre, c'est de dire que face à un moment où en gros le marché n'est pas conclu, l'accord n'est pas scellé, on ne sait pas s'il y a eu une acceptation à la fois de l'offrande alimentaire mais aussi du service à rendre, eh bien la répétition de ces discours où on demande en fait on demande à un groupe d'humains de recevoir, eh bien, vient valider cette boucle, enfin, vient boucler ce moment interactionnel. Et ça se joue à des détails extrêmement fins, qui est que les invités, lorsqu'ils reçoivent l'alcool rituel et aussi une tortilla ou bien un petit beignet qui s'appelle un tamal, qui est cuit à l'étouffée de viande, à ce moment-là, dans le repas, il y a une façon... on verse une partie, c'est aussi très classique évidemment, on verse un petit peu de l'alcool et on donne des morceaux de nourriture lorsqu'on est dans l'espace domestique. Et évidemment, ces éléments sont faits pour les métapersones. Et donc, dans l'interaction rituelle, on se rend compte que les humains sont à la fois... ils viennent écouter la demande qui a été faite, mais ils demandent aussi, et donc ils répondent eux-mêmes qu'ils acceptent ce qu'on leur donne, mais ils continuent à demander aux métapersones d'être là et d'accepter ce qu'on leur offre. Et donc c'était la question aussi qui me taraudait par rapport à cette multiplication de moments de transfert alimentaire. Je me disais, mais si on fait un sacrifice au sommet de la montagne et qu'on donne de la bonne nourriture qui est
conforme à la constitution des métapersonnes, pourquoi diable a-t-on besoin de donner encore à manger? Et en fait, l'explication est assez simple, c'est que dans un cas, effectivement, on vient réduire un écart en ayant une nourriture spécifique pour les métapersonnes, et dans le deuxième cas, c'est au contraire l'idée d'associer les dieux à cette commensalité. Et je dois dire que pour comprendre ça, votre ouvrage, avec en particulier toute une série de descriptions de lectisterne et de théoxénie, a été pour moi vraiment une façon de... Ça a été une clé pour analyser cette complexité. Alors ça a débouché sur ce premier diagramme comparatiste dont j'étais très fier, mais qui est complètement laissé lettre morte. La proposition qui était faite était de se demander, alors non pas s'il y avait toujours une mise en scène de l'acceptation, mais de se demander en fait si dans la façon d'avoir en fait une succession entre sacrifice et repas, en fait, d'essayer de creuser pour essayer de voir quel était finalement le sens de cette succession. Alors ça implique aussi une façon de s'interroger sur... Alors là c'est très miré et très mésoaméricain, mais je pense qu'on peut probablement l'étendre à d'autres sociétés, dans la mesure où il y a un accord qui est scellé. Une des questions, c'est de voir comment se manifeste le tiers qui vient garantir l'égalité de l'accord. Et donc, toutes les références aux ancêtres, à la tradition, à la prescription rituelle, c'est une façon d'avoir dans ce que Maurice Bloch appelait de la déférence, c'est-à-dire qu'on ne décrit pas simplement l'accord qu'on souhaite atteindre, on dessine en fait un cadre qui vient légitimer ce qu'on veut faire. Donc voilà, décrire quel transfert matériel, quel type de contrat, mais surtout essayer de voir s'il y a une raison en fait, pour laquelle on multiplie en fait, les transferts alimentaires. Alors, le deuxième point, donc ça c'était la première piste comparatiste, la deuxième piste concerne davantage une question qui, là aussi, m'a vraiment taraudé au fil des années, c'est pourquoi... S'il s'agit simplement de nourrir les métapersonnes à qui on demande un service, bon, la logique est claire, hein, c'est que si les métapersonnes travaillent pour nous, il faut bien compenser ce travail par de la nourriture. Donc là, je dirais que la vision est assez simple. Mais alors pourquoi est-ce qu'il y a besoin d'avoir cette complexité de distribution que j'ai déjà évoquée, avec là, alors c'était un sacrifice un dépôt cérémoniel que j'ai observé dans une église, mais qui développe en fait ce que je vous ai montré avec les petits boudins. C'est cette idée que... Ah oui, c'est ça, il faut que je sois devant le micro. C'est cette idée qu'il faut répartir les choses, il faut répartir des petits tas de farine de maïs, il faut répartir des beignets, il faut répartir le sang. Alors pourquoi est-ce que c'est aussi important ? Donc en tout cas, vous voyez, je pense que là, il y a... Alors ce qui est important dans la vidéo que j'ai prise aussi, c'est qu'on voit clairement que la mère explique à son mari comment faire, et c'est elle qui vient synchroniser un petit peu le mouvement. Les enfants viennent faire leur propre cadran rituel, et donc il y a vraiment cette idée d'une action conjointe qui est synchronisée à travers les opérations de numération. Et... pour comprendre en fait et répondre à la question, cette question de la distribution, un discours qui a été retranscrit et que j'ai traduit au moment d'un rite de sommeil s'est révélé être une forme de pierre de Rosette. Donc je vous laisse juste peut-être le parcourir rapidement et je vous dis pourquoi ça a été important dans mon élaboration. Donc cette idée d'une coordination de l'action que j'ai présentée comme étant la question théorique qu'il faut affronter, en vérité c'est dans l'autre sens. C'est qu'en lisant ce texte-là, ou en l'entendant, je me suis rendu compte qu'il y avait, à travers l'utilisation de la même catégorie verbale pour décrire l'idée de répartition, il y avait une façon en fait de diriger, enfin de faire de cet acte de distribution une sorte d'opération abstraite qui vient à la fois se connecter à l'activité humaine, mais aussi, donc les semailles dans ce cas-là, et à l'activité non humaine dans ce cas-là, c'est la répartition de pluie.
Et donc, dans l'analyse fine d'un discours comme celui-là, il est intéressant de voir en fait une coactivité qui se déploie à deux niveaux temporels. Le premier, c'est le niveau que j'évoquais tout à l'heure, c'est dans le discours, il y a une façon de décrire à la fois ce que les humains font et ce qu'ils attendent voir fait. En particulier, il y a cette inquiétude de voir en fait l'acte de déposition, l'acte d'offrande, là on peut parler effectivement d'une offrande, suivi de sa conséquence, son effet attendu. On s'attend à ce que l'interlocuteur mange, reçoive, boive. Mais il y a aussi une description des actions futures, donc là vraiment l'aspect temporel est clairement indiqué. Les humains disent ce qu'ils vont faire et ils demandent aussi à ce que la terre aide à transformer le grain et que celui qui fait vivre répartisse la pluie, décide, envoie de l'eau. Et autrement dit, il y a l'utilisation d'une même catégorie socio-technique pour penser cette commensurabilité. Et donc c'est ce que j'ai appelé le régime de coactivité. Alors parfois en parlant de coactivité mimétique, mais je ne rentrerai pas dans ces détails aujourd'hui, qui est l'idée en fait qu'on est face à des activités relevant d'une même catégorie abstraite d'action, qui est une action cognitive et technique, qui est l'idée d'une distribution. Et donc ce que cherche à créer en fait le rite, c'est cet espace en fait collaboratif, avec aussi un jeu sur les perspectives, puisque quand on analyse dans une perspective un peu phénoménologique la façon dont on voit le dépôt qu'on est en train de réaliser, dans le fond, on observe une situation depuis une position de surplomb qui évoque en fait la position dans laquelle serait celui qui fait vivre au moment où il vient répartir la pluie. Donc il y a aussi cette idée d'une action similaire à plusieurs échelles, mais aussi une façon en quelque sorte, de caler les perspectives et que ce que vous voyez, vous, au moment où vous montrez à celui qui fait vivre, vous lui montrez ce qu'il doit faire, mais ce faisant, vous voyez ce qu'il voit. Donc il y a une sorte de réflexivité comme ça. Et donc cette perspective, évidemment, les pistes comparatistes sont immenses. Alors, elles reprennent aussi un dialogue que j'ai pu avoir à la fois avec l'idée de coprésence chez William Hanks, qui est vraiment un des pères fondateurs de la pragmatique rituelle, et évidemment l'idée de chiasme qui est développée dans Architecturer l'invisible, qui montre qu'on ne peut pas en fait décrire correctement un rite si on n'arrive pas à décrire l'aspect humain et non humain, mais aussi surtout quelle est la modalité de jonction ou d'architecture entre les deux. Alors comment, avec ce dialogue avec ces auteurs, comment et dans quelle direction on peut tester la coactivité? Alors la première direction, je vais aller assez vite parce que j'ai aussi pas mal publié là-dessus, c'est on peut tester déjà dans un autre rite miré. Donc c'est ce que j'ai fait dans cet article en testant la façon dont un rite de naissance a pu justement, voilà, et je me suis demandé si ça pouvait aussi représenter une forme de coactivité. Et il est apparu en fait que ce rite qui a lieu 20 jours après la naissance d'un enfant, et c'était une nouvelle-née dans ce cas-là, 20 jours après, la famille organise un repas rituel lors duquel on donne à manger à la petite fille un petit peu du bouillon de la volaille sacrifiée et un morceau du tamal dans lequel aussi la nourriture de l'animal a été placée. Donc c'est le moment où il y a une présentation de l'enfant à la famille, on l'intègre dans une forme de vie sociale, mais on constitue aussi sa forme de vie biologique pour qu'elle devienne humaine. Dans le même temps, les 20 jours en fait, qui suivent la naissance, traditionnellement, étaient ponctués par un certain nombre de bains de vapeur rituels qui étaient donnés dans des temazcals, c'est le nom qu'on donne au Mexique, pour que la parturiente puisse se cicatriser et que l'enfant puisse se fortifier. Et donc l'idée était de distribuer des quantités de température, de chaleur pendant 20 jours pour permettre à l'enfant de devenir un peu plus résistant et d'être protégé contre les maladies. Et lors du
parcours rituel qui reprend toutes les étapes que je vous ai indiquées la dernière fois. Donc c'est le cas, le parcours rituel dans son enchaînement est toujours similaire, mais le moment du sacrifice donne lieu à des petites, je dirais, spécificités. Et dans ce cas-là, il y a en particulier des offrandes. Enfin, des offrandes, justement, ce ne sont pas des offrandes. Il y a des petits morceaux de bois, des petites bûchettes qui sont aussi prescrites par le spécialiste rituel. Il y a des des feuilles qui sont réunies selon un ordre compté. Il y a une petite représentation ici anthropomorphe. Et évidemment, il y a les fameux shashti que je vous ai montrés, avec du sang des volailles qui a été versé dessus, et aussi de l'alcool. Mais évidemment, vous avez sans doute compris que cet élément-là ne relève pas du genre de l'offrande, et qu'en fait, ce qui est fait ici, c'est de mettre en scène un bain de vapeur rituel, et d'avoir une sorte de miniaturisation du bain de vapeur tel qu'il existe chez les humains, et qu'il existe depuis la période préhispanique. Et donc la coactivité, dans ce cas-là, consiste à coordonner en fait deux types d'activités. L'activité des humains qui, à l'échelle 1, vont aller dans un bain de vapeur pour fortifier l'enfant, et l'activité de celui qui fait vivre, à qui on demande de rendre l'enveloppe corporelle plus résistante et de pouvoir vivre longtemps. Et donc ça a été un autre exemple d'une situation. Alors, il y a un point commun entre cette coactivité dans un rite de naissance et dans un rite de semaille, qui m'a aussi mis sur la voie du partage de pouvoir que j'évoquais il y a un instant. C'est que ce que ça veut dire, c'est que les humains doivent travailler. Il faut bien qu'ils protègent l'enfant pour qu'il soit en vie. Il faut bien qu'ils aillent faire quelque chose, qu'ils aillent semer pour que le maïs puisse croître. Mais tout seuls, ils ne peuvent pas y parvenir. Il faut qu'il y ait une aide qui vienne justement des entités à qui ils viennent demander service. Donc ça, c'est la deuxième manière de tester, je dirais, la validité de l'hypothèse ou du modèle. Alors il y a eu aussi, il y a la possibilité d'après d'aller dans chez d'autres peuples de Mésoamérique. Alors il y a des descriptions très intéressantes de ce que Redfield et Villar-Rojas, après une enquête faite dans les années 30, ont décrit comme des tempêtes mimétiques. Et donc ce que décrivent ces auteurs, alors dans une photo qui, hélas, n'est pas très bonne, mais qui a été reconstituée en maquette au musée de Mexico, musée d'anthropologie de Mexico. Ici, ce qui se passe, c'est qu'on a une offrande alimentaire, très clairement, qui est faite pour que la pluie apparaisse, mais il y a là aussi une façon, à une échelle réduite, de créer une sorte de scène qui vient stimuler l'activité à un niveau macrocosmique. Et en particulier, on a ce personnage qui possède une machette en bois et cet autre qui a une gourde à la main. Et en fait, ils sont des personnifications, des métapersones qui vont... Alors la machette, c'est l'idée que l'éclair est en fait produit par une sorte de coup de machette. Et évidemment, la calebasse, c'est l'idée qu'il faut bien que quelqu'un vienne verser de l'eau sur les cultures. Et donc là, on voit apparaître aussi une idée qui a été très importante dans l'élaboration comparatiste, c'est que pour penser la vie, il y a une façon d'observer les activités techniques chez les humains. Il y a la métaphore techniciste est une métaphore qui permet de penser en fait la vie à la fois au niveau corporel, mais aussi au niveau écologique. Puisqu'on a vu depuis tout à l'heure que l'idée de répartition, on a vu l'idée aussi de la manière de chauffer. Là, on voit aussi une façon de penser l'élément écosystémique comme étant une façon de penser la vie à un niveau global. J'élargis très rapidement la focale aux Andes, puisque j'avais aussi annoncé ça dans le titre. J'ai d'autres exemples. Il y a un numéro spécial qu'on a dirigé avec Olivia Anger, une collègue de l'Université de Bruxelles, où on compare justement les rites de vie entre la Mésoamérique et les Andes. Mais l'exemple pour moi le plus... je dirais, qui se superpose le plus avec ce que j'ai découvert chez les Miré, c'est un rite qui est décrit par un anthropologue qui s'appelle Bastien, chez les Kalawaya, une cérémonie de la Nouvelle Terre, lors de laquelle, en fait, l'enjeu, je dirais, humain
et d'initier les semailles des pommes de terre. Et donc ça se fait à partir d'une parcelle modèle dans laquelle un spécialiste rituel vient lui-même semer les premières pommes de terre. Dans le même temps, il y a aussi un dépôt cérémoniel qui est adressé aux humains avec toute une série de repas. Il y a aussi dans les discours rituels une façon de dire ce qu'on va faire et de dire ce qu'on s'attend à ce qu'il soit fait. Et alors l'élément qui est vraiment très intéressant ici, c'est la présence de 2 enfants qui viennent participer en fait aux premières semailles. Et tout ça, alors évidemment, je ne peux pas ici le développer, mais tout ça s'inscrit dans la fréquence des situations où la miniaturisation est employée comme un procédé qui sert en fait à corréler l'action des métapersonnes et l'action des humains. Parce qu'on peut dire que finalement, en miniaturisant, dans le fond, ça fait grandir les humains qu'ils manipulent. Et voilà, ce jeu sur les échelles est favorable, ou favorise en quelque sorte cette coordination que j'ai évoquée depuis tout à l'heure. Et la présence des enfants, je l'ai testé ailleurs, souvent va aussi dans cette direction-là. L'idée que les enfants, c'est comme des dieux. Parce que je pense qu'il y a aussi un rapport en fait sur un changement d'échelle qui est proposé. Donc voilà pour la deuxième piste. Alors encore une fois, quand je dis que j'ai un modèle d'analyse qui est la coactivité, l'idée n'est pas de dire que la coactivité est présente dans tous les rituels sacrificiels, mais je pense que ça vaut le coup de se demander en fait s'il y en a ou pas, parce que quand il y en a, en fait, ça permet d'expliquer des détails qui sinon ne sont pas intelligibles. Mais voilà, pour bien clarifier, je pense qu'il faut toujours être très méthodique dans les propositions comparatistes. C'est des pistes à tester, c'est jamais un macro-modèle qui fonctionnerait partout d'une façon trop simple. Je dirais un mot plus rapide concernant la proposition d'anthropologie de la vie, alors, qui émerge en fait de conclusions que j'ai pu tirer de cette enquête chez les Miret, en développant cette idée d'une pragmatique générale de la vie. Vous l'aurez compris, l'enjeu n'est pas simplement d'envisager la vie comme un phénomène biologique ou écologique, même s'il faut prendre en compte le fait que les humains ont des savoirs sur la croissance des végétaux, sur la vitalité des corps, et que même ces savoirs-là sont au cœur de l'opération sacrificielle. C'est-à-dire quand on tue un animal, c'est aussi précisément parce qu'il y a une conception de ce qu'est la vitalité corporelle, organique de cet animal. Mais ce qu'on découvre en fait, alors chez les Miret, mais aussi dans d'autres sociétés, et là c'est vraiment l'hypothèse comparatiste que j'essaye de tester, c'est qu'en fait on a toujours affaire à des théories synthétiques de la vie, et que les inférences biologiques et écologiques s'articulent souvent, alors pas d'une façon universelle, mais s'articulent à l'expérience technique des humains. Et en fait, souvent, il n'est pas rare que pour imaginer comment la vie fonctionne, on s'appuie aussi sur l'expérience technique d'un groupe humain, sur sa culture matérielle. Donc chez les Miret, c'était particulièrement évident. Et il y a aussi l'idée que dans la mesure où la vie est conçue comme un pouvoir, eh bien, l'expérience sociale qu'on va avoir vient aussi, en quelque sorte, construire ce qu'est la théorie de la vie vernaculaire. Chez les Miret, par exemple, l'idée que vous allez demander un service à celui qui fait vivre est inséparable de l'idée qu'il y a une valorisation de l'échange réciproque, du travail en commun, etc. Et donc c'est vraiment à travers cette généralisation depuis le terrain Miret, mais évidemment qui s'est articulée à beaucoup de travaux, il y a cette idée que en fait, l'ethnographie qu'on conduit depuis plusieurs décennies est tout à fait à même de bien documenter les théories de la vie, et on a encore eu un excellent exemple il y a un instant, et qu'on n'a pas besoin de s'arrimer en fait à une pseudo-biologie ou à une pseudo-écologie. Donc une des propositions que je fais aussi autour de cette idée de socialisation du pouvoir de la vie, c'est de dire qu'on peut... Alors, on pourrait... En fait, il y a 1000 façons de socialiser, mais en tout cas, il y a au moins 2 grandes catégories qui apparaissent assez régulièrement dans les pratiques sacrificielles.
Socialiser, ça peut être l'effet d'une action technique de canalisation de l'énergie vitale, et qui implique à ce moment-là des conceptions matérielles et aussi de la circulation et de l'équilibre cosmique. Mais il y a aussi dans l'idée de socialisation, il peut aussi y avoir des opérations plus précises de personnification, alors qui peuvent prendre beaucoup de formes. Chez les Miret, c'est surtout à travers le portrait dressé fait par le discours rituel, mais il y a effectivement 1000 manières d'envisager cette personnification. Donc ça, c'est une piste où aller un petit peu chercher. Alors, tout à l'heure, tu as eu la générosité de mentionner cet ouvrage qui est en fait après avoir délimité l'anthropologie de la vie comme un territoire où une abondante littérature a été produite, j'ai utilisé cette littérature pour essayer d'interpréter un film de la culture populaire. Et en particulier, dans le premier chapitre, je montre qu'il y a une théorie de la vie à la fois matérielle qui se réfère à la circulation de l'énergie, mais aussi une théorie de la vie qui personnifie la terre-mère, donc Eiwa, avec laquelle il faut introduire une bonne relation. Alors d'une façon beaucoup moins contemporaine, je tiens à rappeler, mais souvent, ça peut être. J'entends quelques collègues qui me disent oui, mais ton programme finalement ressemble un petit peu au programme qui a été proposé par Ockart dans l'entre-deux-guerres. Et alors évidemment, parfois on s'imagine que ça serait un argument qui viendrait tout détruire, alors que pour moi, au contraire, de pouvoir lire et relire des classiques, relire des ethnographies du passé pour y trouver de nouveaux questionnements, éventuellement de nouvelles lumières, je pense que c'est quelque chose d'essentiel. Et Ockart, en effet, est le premier à avoir pensé l'articulation entre théorie de la vie, activité technique et organisation sociale. Dans l'article séminal que je cite ici, qui a été ensuite intégré au livre The Life-Giving Myth, il développe cette idée très stimulante que la diversité de rites qu'on observe sur la planète, alors il ne parle pas que des sacrifices, eh bien, peuvent s'expliquer parce que ces rites sont des moyens de s'assurer, en fait, de favoriser la vie. Et il dit très, très précisément qu'il y a une science de la vie, alors évidemment qui n'est pas la science biologique, qui est vraiment une science plurielle selon les sociétés, science de la vie qui, explique-t-il, est conservée dans des mythes, qui aussi permettent de transmettre ces savoirs. Et les rites sont vus comme une application de cette science de la vie. Alors, le modèle d'Ockart souffre de beaucoup de défauts, mais il a, à mon avis, le mérite d'essayer de montrer que les théories de la vie sont indissociables d'une technique spéciale qui est la technique rituelle. Il y a une description aussi des contextes pragmatiques comme la chasse, la médecine, etc. Et la proposition d'Ockart, en lien avec ce que je disais au départ, est aussi de dire que ces théories et ces techniques sont elles-mêmes indissociables en fait d'un ordre social. Et l'exemple paradigmatique qu'il mentionne, c'est la royauté sacrée, en disant que voilà, c'est une forme d'organisation sociale qui est construite autour d'une science de la vie et d'une façon de confier à un souverain ce rapport avec les métapersonnes au bénéfice de sa société. Alors ce que complexifie à la fois l'approche de Salins et aussi l'enquête menée dans ce que les humains font avec la vie, c'est de se dire si en fait il faut comprendre la vie à partir de l'ordre social et de l'ordre politique, à partir de la politique cosmique, comme le dit Salins, s'il faut, comme il le dit, en fait, s'appuyer sur les catégories de l'anthropologie politique et de l'économie politique, à ce moment-là, en fait, on se rend compte que le pouvoir de la vie peut être enchâssé dans des ordres sociaux et dans des types de relations institutionnelles très diverses. Je vous ai mis juste 2 exemples. D'un côté, des sociétés amazoniennes, pour dire vite, décrites par Fernando Santos Cranero, qui mettent en avant plutôt l'économie de la guerre ou de l'esclavage. Et du côté des Andes, avec ce classique de Catherine Allen, l'idée que la circulation de substances vitales et les accords avec les métapersonnes qui ont le pouvoir de la vie, eh bien, s'inscrivent dans une économie de l'échange et du travail réciproque, un peu comme chez les Miret. Donc, il me reste 2 slides.
ou une seule? Je vais tout de suite à la... Alors, je termine. Donc, les questions de recherche comparatistes sur le sacrifice, alors encore une fois, je l'ai formulé de telle sorte que ça soit des hypothèses heuristiques. C'est, voilà, y a-t-il une mise en scène de l'acceptation de ce qui est offert et ou de l'acceptation à rendre le service demandé? Y a-t-il un effort pour coordonner l'activité humaine et l'activité des métapersonnes en réalisant un dépôt cérémoniel? Et comment le pouvoir de vie est-il socialisé selon les logiques matérielles ou sociales? Et à quel niveau de généralité est appréhendé ce pouvoir? Donc voilà un petit peu les hypothèses à la fois, je dirais, que j'avais déjà formulées dans le livre et qui naissent aussi d'un dialogue un peu plus large avec une littérature contemporaine. Merci pour votre attention.